Bonsoir docteur. Bonsoir Nicolas. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous êtes en compagnie de Madame Véronique Leneveu de Jo. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et donc, Madame Leneveu de Jo, vous êtes directrice adjointe au centre hospitalier de Compiègne-Noyon. Et vous dirigez plus les EHPAD. Oui, c'est ça. Donc, moi, je suis en charge des structures dédiées aux personnes âgées. Donc, c'est les EHPAD et aussi les USLD, les unités de soins à longue durée. D'accord. Oui. Bonsoir Madame Leneveu de Jo. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Ça commence bien là. Oui. On a corrigé à ma faute du H là. Oui. C'est pas hospitalier mais hébergement. Hébergement, oui, c'est vrai que on fait souvent l'erreur en fait parce que on peut des fois assimiler les EHPAD justement à des établissements hospitaliers. Il y en a d'ailleurs qui font partie des hôpitaux, mais c'est vrai que le H correspond en fait à hébergement. Oui, comme j'ai l'antenne, je profite pour vous demander qu'est-ce que c'est l'EHPAD? Alors donc l'EHPAD c'est une résidence qui est médicalisée, donc qui permet d'accueillir des personnes âgées qui deviennent dépendantes et qui ont donc besoin d'accompagnement dans leur vie de tous les jours pour accomplir les actes de la vie quotidienne et qui ont également besoin d'une surveillance médicale. Donc l'avantage des EHPAD, c'est qu'on a du personnel soignant 24 heures sur 24 et donc on peut accueillir ces personnes qui ont besoin de soins et d'attention. Alors, je vous pose tout de suite la question. Les EHPAD sont publics ou privés ou les deux? Alors, il y a plusieurs statuts. Donc, il y a des EHPAD qui sont publics, qui peuvent être soit rattachés à des hôpitaux, soit complètement autonomes. Et il y a aussi des EHPAD qui sont privés, donc soit qui relèvent d'associations donc à but non lucratif, soit des EHPAD privés commerciaux. Il y a 3 statuts différents. Très, très bien. Et dans la région de Noyon, il y a combien d'EHPAD en tout, publics et privés? Alors, public, je peux surtout vous parler du public que je connais mieux. Donc, nous avons 2 EHPAD publics à Noyon même, les résidences Saint-Romuald et Saint-François. Il y a aussi un EHPAD privé Orpea à Noyon. Pour donc les EHPAD que je dirige ou avec lesquels je collabore sur le public, il y a également la résidence Bellifontaine à Beaulieu-les-Fontaines, la résidence de Bizy à Cutts. Après, il y a aussi 2 résidences à Attichy, une publique, c'est la résidence d'Orchy, une privée à Pillé-Will. Et puis donc pour vous compléter un petit peu le panorama pour le public, nous avons également une résidence à Tracy-le-Mont qui est dédiée pour les personnes qui ont une maladie Alzheimer ou une maladie apparentée. Et il y a également le centre Fournier-Sarlovez de Compiègne, qui est un grand établissement. Vous avez énuméré, pour moi ça fait beaucoup, oui. Mais est-ce que c'est beaucoup? Ça paraît beaucoup, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes pour des personnes âgées dépendantes qui souhaitent entrer en EHPAD du fait du vieillissement de la population. Donc ça paraît beaucoup, mais finalement c'est bien ce dont on a besoin sur le territoire. Oui, on a toujours besoin encore. Oui. Oh, oui. Maintenant, quelles sont les conditions pour être mis à l'EHPAD? Alors, les conditions, alors en principe, il faut avoir plus de 60 ans. Donc sauf cas exceptionnel, ce sont des personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. Et puis donc faire la demande d'EHPAD. Donc en général, ce sont des personnes dépendantes qui ne peuvent plus vivre seules à domicile. Donc si une personne souhaite intégrer un EHPAD, il suffit de contacter le secrétariat des différents établissements. Ou alors il y a aussi des sites internet qui permettent de faire la demande en ligne. On peut aussi s'adresser à son médecin traitant, puisque les médecins traitants connaissent bien les différents établissements de la région. Et ensuite, il faut déposer un dossier d'admission. Donc, on demande un certain nombre de pièces administratives, et puis il y a un dossier médical qui est à remplir par le médecin traitant.
Et tout ça, c'est pris en charge par la sécurité sociale ou pas, ou une partie seulement? C'est une partie seulement, effectivement. Il y a quand même un reste à charge pour le résident ou pour sa famille. Ce reste à charge, alors il est variable en fonction des établissements, mais pour les personnes qui n'auraient pas les moyens de payer ce reste à charge, il y a une aide possible par le département, c'est l'aide sociale à l'hébergement. Donc c'est un dossier aussi à faire pour que chacun puisse accéder à l'EHPAD s'il en a besoin. Pour cette demande? Oui. 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 Donc, ce sont des personnes dépendantes et nécessitant des soins médicaux pratiquement journaliers. Oui, c'est ça. Alors, on peut accueillir des personnes qui ont besoin de soins plus ou moins avancés. C'est vrai que certaines personnes dans les EHPAD ont besoin d'accompagnement parce qu'elles n'arrivent plus à s'habiller, à faire leur toilette, mais n'ont pas forcément de pathologie médicale particulière. Mais on a aussi des personnes qui, elles, sont relativement autonomes dans leur vie quotidienne, mais qui ont des problèmes de santé qui font qu'elles ont besoin d'une surveillance constante. Et dans les établissements que vous gérez, quelles sont la proportion des différentes pathologies? Il y a l'Alzheimer, je pense, qui est en premier. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ont effectivement une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Je pense que ça représente plus de la moitié des personnes qui sont en EHPAD aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est la première. Après, on a aussi les maladies de Parkinson. Oui. Les troubles cognitifs de façon générale, c'est ça qui est prédominant chez les personnes qui sont accueillies chez nous. Et les personnes qui ont des troubles moteurs, par exemple, après un accident vasculaire cérébral, ce sont les EHPAD qui peuvent prendre en charge ou non? Alors en général, ces personnes-là, elles sont d'abord plutôt suivies en SSR, en soins de suite en service de soins de suite et réadaptation. Il peut arriver effectivement qu'ensuite elles intègrent un EHPAD, mais souvent ces personnes-là ont besoin de vraiment beaucoup de soins. Et en général, elles relèvent plutôt de ce qu'on appelle l'USLD, les unités de soins longue durée. Qui sont parfois d'ailleurs attenantes à des EHPAD. Par exemple, on a une USLD à Noyon sur la résidence Saint-Romuald. Oui, c'était ma question que j'allais vous demander. Est-ce qu'à l'hôpital de Noyon, je ne parle pas de Compiègne-Noyon, mais de Noyon, vous avez toutes ces structures autour? Oui, tout à fait. On a pas autour, mais en même temps. Oui, c'est ça. Dans la résidence Saint-Romuald, on a les deux, en fait. On a les EHPAD et l'USLD. Et donc, la spécificité de l'USLD, c'est que le personnel est encore renforcé pour la surveillance médicale. Donc, il y a davantage de présence médicale, de médecins et de soignants. Voilà. Alors justement, je reviens sur le dossier le dossier d'admission. Donc ce dossier d'admission, si je comprends bien, il est rempli par la personne qui est âgée, ou alors ça peut être également par les proches. Oui, tout à fait. C'est vrai que maintenant, la majorité du temps, ce dossier est rempli par la famille, puisque les personnes souvent ne sont plus forcément capables de remplir elles-mêmes le dossier. Donc, bien évidemment, la famille peut tout à fait contacter les établissements et remplir ce dossier. Ils ont aussi la possibilité de se faire aider par des assistants sociaux, parce que parfois, c'est vrai que ça peut être compliqué, toutes ces démarches. D'accord, donc il y a quand même une aide aussi pour les personnes qui ont des difficultés, par exemple, à remplir les dossiers. Ils peuvent se faire aider par d'autres services. Oui, tout à fait. Et même les secrétaires des différents établissements sont aussi habitués, donc elles peuvent donner des conseils sur les différentes démarches, les dossiers à remplir, pour éventuellement avoir bénéficié de l'aide sociale. Donc, bien évidemment, on peut aider les familles dans le remplissage du dossier. D'accord. Et j'ai rétréci un petit peu les choses. EHPAD de Noyon, l'hôpital uniquement, vous avez en tout combien de pensionnaires? Alors sur l'EHPAD uniquement, on a 147 lits,
dont 2 lits d'hébergement temporaire. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. C'est la possibilité pour certaines personnes de venir à l'EHPAD, mais seulement quelques semaines. Soit pour faire un essai avant de se décider pour savoir si la personne veut vraiment entrer définitivement à l'EHPAD, ou alors quand par exemple il y a un aidant familial, souvent le conjoint ou les enfants qui prennent soin de cette personne-là, si ces gens ont besoin aussi de se reposer, parce que parfois ça peut être très fatigant, très éprouvant de s'occuper de son proche, on peut accueillir les personnes pendant seulement quelques semaines et ensuite la personne peut rentrer à domicile si elle le souhaite. Oui. Donc 147 au total sur les EHPAD de Noyon, Saint-Romuald et Saint-François, plus 45 lits sur l'USLD à Saint-Romuald. Et à Beaulieu et à Cutts Alors à Beaulieu, on a 67 lits, dont 12 qui sont dédiés aux personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. On a une unité qui est sécurisée en fait pour les personnes qui sont à risque de sortie inopinée du service et qui ne seraient pas capables de se retrouver. Donc on a une unité vraiment dédiée pour ces personnes-là. Et à Cutts, on a 56 places. Ça fait 100, 250, presque 300. C'est ça, au total, sur le Noyonnais, ça fait presque 300 places. Oui. Et tout ça, c'est vous qui gérez, un petit peu chapeauté, disons. Voilà, c'est ça. Et vous faites uniquement la région de Noyon, ou Compiègne également, je pense. Alors moi, je travaille en partenariat avec une autre directrice qui, elle, est plus sur la région de Compiègne. Sur Compiègne. Ouais, Compiègne et Attichy. D'accord, donc c'est vrai. Et puis là, c'est vrai que j'ai d'autres chiffres également, puisque j'ai alors dans l'Oise, si les chiffres sont exacts, mais bon, a priori les chiffres devraient être exacts. Il y a 68 établissements médicalisés, 54 non médicalisés. Ça, c'est pour l'Oise. Et puis il y a d'autres chiffres pour l'Aisne, mais ça, on aura l'occasion effectivement de l'aborder tout au long de cette émission. Donc, personnes dépendantes dont l'encadrement médical est en conséquence plus importante. C'est ça. Alors en fait, dans la majorité des EHPAD, il n'y a pas forcément de médecin salarié. En fait, il y a un médecin salarié qui est le médecin coordonnateur. Donc ce médecin, il s'assure du bon état de santé des résidents, mais dans le cas où quelqu'un aurait besoin d'une visite médicale, en fait, il sollicite le médecin traitant de la personne. Les résidents gardent le médecin traitant qu'ils avaient pendant leur vie, et c'est ce médecin qui se déplace à la maison de retraite. Mais le médecin coordonnateur, comme son nom l'indique, coordonne les différents soins qui sont faits à cette personne. Il peut aussi proposer l'intervention de spécialistes. Il conseille évidemment les agents soignants, les infirmiers, les aides-soignants sur les pratiques, les soins à donner à ces personnes. Il peut aussi faire des actions de formation. Donc tout ça permet de sécuriser la prise en charge de la personne au sein de l'EHPAD. En plus de ce médecin coordonnateur, on a également des infirmiers et infirmières qui s'assurent de la distribution des médicaments, de tous les soins un petit peu techniques qui sont à faire aux résidents. Et puis nous avons également des aides-soignants et des agents de service hospitaliers qui accompagnent les résidents dans leur vie quotidienne, qui leur font tout ce qu'on appelle les soins de nursing, les toilettes, qui les aident au repas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le personnel soignant. Et en plus de ce personnel-là, on a également... alors, il y a une cadre de santé qui est la personne qui gère toutes ces équipes-là, qui s'assure que tout fonctionne bien dans l'établissement, que tout est bien coordonné. On a aussi des psychologues qui interviennent. Donc ça, c'est vrai que c'est important parce que les résidents alors pas tous, mais souvent ils ont besoin de pouvoir parler. C'est pas toujours facile l'entrée en EHPAD, donc c'est important de pouvoir assurer ce suivi psychologique.
Les psychologues sont aussi à disposition des familles, parce que parfois les familles peuvent aussi avoir besoin de ça. On a également des animateurs et animatrices. Sur chaque établissement, il y a au moins un animateur. Du coup, qui propose des activités tous les jours de la semaine. Donc c'est des choses assez variées, hein. Ça peut être des activités manuelles, de la gym douce, des sorties. On essaye quand même de faire un certain nombre de sorties pour les résidents qui peuvent encore le faire. On essaye vraiment de s'adapter au maximum aux envies aussi des résidents, aux choses qu'ils ont fait pendant leur vie, et pour leur permettre de continuer à garder leur hobby. Oui. Concernant les sorties, tout le monde ne peut pas faire des sorties. Non, bien sûr, l'animatrice ou l'animateur le propose aux personnes qui ont encore l'autonomie pour le faire. De toute façon, les activités sont toujours proposées, elles ne sont jamais imposées aux résidents. Donc il y a des choses qui sont proposées pour ceux qui ont encore de l'autonomie, mais l'animatrice fait aussi des choses pour les personnes qui sont alitées. Il peut y avoir du chant par exemple, donc ça c'est accessible à beaucoup de résidents. Donc on essaie vraiment d'adapter aux différents niveaux d'autonomie des résidents. Donc, si je comprends bien, à part le côté médicaments, il y a tout un environnement d'activité, j'allais dire intellectuelle, mais si. Il y a intellectuel et physique aussi, hein, je pense que... Oui, tout à fait. Alors, il y a donc les animatrices ou même parfois des intervenants extérieurs peuvent proposer, comme je disais, de la gym douce, des petits exercices physiques. Et puis intellectuels aussi, hein. C'est vrai qu'on propose parfois des revues de presse, des jeux de mots, des quiz, culture générale. C'est vrai que souvent les résidents aiment bien, et puis ça reste en lien avec l'actualité aussi. C'est important qu'ils aient la possibilité de suivre l'actualité et de s'exprimer dessus. Donc oui, c'est en fait... alors c'est vrai que souvent les gens entrent en EHPAD pour des raisons plutôt médicales ou de dépendance, mais nous, notre volonté, c'est vraiment que ce soit un lieu de vie et de respecter au maximum les habitudes de la personne. Alors, évidemment, en établissement, il y a des règles de vie collective, mais on essaye de s'adapter le plus possible aux habitudes que la personne avait avant d'entrer à la maison de retraite pour qu'elle garde des repères et puis qu'elle puisse vivre sa vie le plus possible de la façon dont elle l'entend. Mais tout ça, ça nécessite du personnel. Là. Ah oui. Oui, vous avez énuméré. La liste est longue. Oui, et puis j'ai oublié aussi, il y a bien... Donc ça, c'était les personnes qui sont le plus au chevet des résidents, mais il y a aussi du personnel administratif, des secrétaires, des agents administratifs qui s'occupent aussi de toute la gestion qui est un point important. Et puis du personnel technique aussi, hein, pour toutes les réparations. Donc oui, c'est beaucoup de corps de métier différents. Et donc il y a toujours un médecin en quelque sorte qui chapeaute un petit ça au point de vue médical. Oui, c'est ça. Et ce que je ne savais pas, c'est que le médecin traitant pourrait être le médecin intervenant. Vous voyez, je pensais que... Oui. Alors, en fait, la majorité du temps, c'est les médecins traitants que les personnes avaient avant d'entrer en EHPAD qui restent là, un médecin traitant. C'est vrai que l'avantage, c'est que du coup, c'est des gens qui les connaissent bien, qui ont déjà tout le dossier, tout le suivi. Après, on a, par exemple, à Saint-Romuald, on a quand même des médecins salariés, donc il y a là aussi la possibilité quand même que ce soit un médecin salarié qui s'occupe du résident. Et bien évidemment, s'il y a une urgence, le médecin coordonnateur peut quand même intervenir et faire une prescription pour le résident qui en aurait besoin. Les résidents peuvent, à un certain moment,
pour une raison quelconque, soit, disons, amélioration de leur état de santé, ou il ne veut plus être dans la structure. Ils peuvent partir. Ah oui, bien sûr. En fait, mais toujours avec l'accord du médecin ou non? Non, c'est vraiment un choix de la personne. Alors c'est vrai qu'on fait aussi attention à ça, nous, lors de l'admission. Le fait d'entrer en EHPAD, il faut vraiment que ce soit un choix de la personne et que le résident soit d'accord. Alors c'est vrai que souvent, c'est une démarche de la famille qui se rend compte que la personne ne peut plus rester chez elle. Mais si à un moment, le résident ne souhaite pas du tout entrer, ou alors une fois qu'il est dans la résidence, ne souhaite pas du tout rester, il est bien sûr libre de partir. Alors, on a un petit préavis quand même d'un mois pour que l'établissement s'organise. Mais le résident, sur sa propre décision, peut vraiment quitter l'établissement dès qu'il le souhaite. Après, évidemment, il faut soit pouvoir rentrer au domicile, soit avoir un autre établissement qui puisse l'accueillir. Oui, c'est une totale liberté, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Oui. Et là, la prise en charge, donc, elle est totale à l'EHPAD, oui, en quelque sorte. En fait, en fonction du niveau d'autonomie de la personne, en fait, on l'aide pour les choses pour lesquelles il y a besoin d'aide. On essaye quand même de maintenir au maximum l'autonomie. Donc, ce que les gens peuvent encore faire eux-mêmes, on essaye de les inciter, de les aider à le faire encore eux-mêmes. Mais si une personne n'a vraiment plus la possibilité de le faire, on peut vraiment accompagner sur tous les plans, que ce soit aide au lever et au coucher, la toilette de la personne, son habillage, déshabillage, l'accompagner physiquement, par exemple quand il faut aller, si la personne souhaite aller en animation, les agents d'établissement peuvent l'accompagner si elle a du mal à se déplacer. On l'aide également à s'alimenter. On peut vraiment l'aider dans tous les actes de la vie quotidienne. Donc la famille peut venir les voir. Il y a des horaires. Alors oui, il y a des horaires, mais qui sont larges. Les familles peuvent venir toute la journée, en fait, à l'heure où ils le souhaitent. Ils peuvent même, si vraiment c'est nécessaire, ils peuvent même venir la nuit, par exemple. Parfois, quand c'est une situation de fin de vie, c'est possible aussi que la famille vienne la nuit. Donc ils peuvent venir quand ils le souhaitent, c'est même encouragé, parce que c'est vrai que c'est toujours très positif pour les résidents de garder un lien fort avec leur famille. Donc les familles sont les bienvenues. On en a certaines qui viennent tous les jours. Ils peuvent aussi manger avec leurs proches. Donc oui, c'est tout à fait encouragé. Et les familles ont aussi la possibilité de s'investir au sein de l'établissement. Alors soit en participant aux différentes réunions qui peut y avoir. Par exemple, on a un conseil de vie sociale en EHPAD, qui est en fait une réunion où la direction présente les documents, les choses importantes pour la vie de l'établissement, et les représentants des familles et des résidents peuvent aussi poser leurs questions, demander des explications sur certaines choses sur le fonctionnement de l'établissement. Donc les familles ont la possibilité de s'investir comme ça. Et puis on fait assez régulièrement des événements un petit peu particuliers, des repas des familles, des événements un petit peu festifs auxquels les familles sont conviées pour passer un bon moment avec leurs proches. Je reviens un petit peu sur quelque chose là. Vous avez dit que vous avez 2 lits qui peut recevoir donc 2 personnes pendant une semaine, 10 jours. Est-ce que ces lits-là, la famille peut demander pour un proche qui prenne en charge un après-midi ou une journée?
Alors, pour soulager la personne soignante, en quelque sorte. Oui, alors les lits sont plutôt quand même pour à partir d'une semaine, on va dire, et ça peut aller jusqu'à 3 mois sur ces lits d'hébergement temporaire. Par contre, c'est vrai que parfois ce qu'on appelle les aidants ont besoin de repos. Oui. Alors là, ce qui correspond plus à ce besoin-là, ça va être plutôt l'accueil de jour. C'est plutôt une autre structure, là. Oui, c'est ça, mais on a, donc là c'est à Saint-François, la résidence Saint-François en Noyon. Il y a 6 places en accueil de jour, et donc ça c'est des personnes qui ne sont pas résidentes de l'EHPAD, qui vivent toujours à domicile, mais qui viennent, alors soit 5 jours par semaine, soit moins. Il y en a certains qui peuvent venir juste une journée ou une demi-journée. Et donc le but c'est donc à la fois de proposer des activités, des choses qui maintiennent l'autonomie, qui stimulent aussi des personnes qui ont des troubles cognitifs, et en même temps qui permettent à la famille, aux proches, de souffler un petit peu, de pouvoir faire d'autres choses quand la personne est à l'accueil de jour. Voilà, c'est pour la famille, c'est dur. Je pense. Oui, donc, cette structure-là existe, l'environnement de l'hôpital de Noyon. Oui, c'est ça, c'est sur la résidence Saint-Romuald, donc c'est sur bien. le site. D'accord. Alors j'ai juste une question aussi par rapport au fonctionnement des EHPAD, parce qu'il faut quand même savoir que les EHPAD, ils ont une autorisation. Il faut qu'ils soient soumis à autorisation, c'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas implanter une EHPAD comme il le veut. Non, effectivement, les EHPAD sont soumis à autorisation de l'Agence régionale de santé. Donc c'est des autorisations qui sont renouvelées tous les 15 ans. Mais on a un certain nombre d'obligations. On est soumis à des contrôles de l'Agence régionale de santé et du conseil départemental. On a des évaluations tous les 5 ans sur la qualité des services qu'on propose. Donc on a plusieurs indicateurs à suivre, et on fait régulièrement des remontées à ces 2 structures. Donc c'est aussi contrôlé. D'accord, donc les établissements ne sont pas laissés seuls. Il y a toujours quand même une vérification qui est faite. Oui, tout à fait. Ouais. Alors justement, je me retourne vers vous, Violette, et j'ai une question à vous poser. Justement, on parlait du coût. Alors, il y a un système de tarification, mais ce serait très compliqué à expliquer. C'est très complexe à expliquer. Alors, est-ce que vous pouvez dire justement à nos auditeurs à peu près le reste à charge qu'il y a pour les patients? Alors, le reste à charge est différent dans chaque établissement, puisque chaque établissement a ce qu'on appelle son prix de journée. Mais en tout cas, pour les établissements publics dont j'ai la charge, la fourchette sur le reste à charge, c'est entre 1 500 et 1 800 euros par mois qui restent à la charge du résident et de sa famille. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, les personnes qui n'auraient pas les ressources suffisantes pour payer ce reste à charge ont la possibilité de faire une demande d'aide sociale auprès du département. Et dans ces cas-là, en fait, le département peut compléter sur les ressources manquantes pour que les personnes puissent entrer en EHPAD. Puis il y a aussi la possibilité de faire une demande d'aide au logement, l'APL. Donc voilà, il y a quand même des aides qui existent pour que chacun puisse avoir la possibilité d'entrer en EHPAD en cas de besoin. Et puis peut-être par les mairies, je suppose, peut-être par les CCAS, non? Alors les CCAS sont plutôt sur le secteur de l'aide à domicile. Donc c'est vrai il n'y a pas forcément d'aide pour l'entrée en établissement. D'accord, d'accord. Non mais voilà, au moins c'est vrai que c'est important à préciser. Et puis il y a quand même aussi une notion qu'il faut préciser, c'est ce qu'on appelle le calcul de la dépendance. Oui. Alors donc effectivement, quand une personne doit rentrer en EHPAD, on évalue en fait son niveau d'autonomie, ou son niveau de dépendance. Donc ça c'est le médecin traitant et le médecin coordonnateur de l'EHPAD qui l'évalue au vu du dossier de la personne, de savoir ce qu'elle est encore capable de faire ou pas, et puis les éventuelles pathologies qu'elle peut avoir. Donc en fait, on donne un score qui est entre 1 et 6.
Donc 6, en fait, c'est une personne qui est complètement autonome, qui peut accomplir tous les actes de la vie quotidienne sans difficulté. Et puis 1, eh bien, c'est une personne qui est très dépendante et qui n'a plus la possibilité d'accomplir ses gestes elle-même. Donc en fait, en fonction du score de cette personne, donc on appelle ça le GIR. La personne, en fait, donc après c'est effectivement un système de tarification qui est un petit peu complexe. Le tarif n'est pas tout à fait le même en fonction du niveau de dépendance de la personne. Mais en fait, la partie du prix de journée qui correspond au niveau de la dépendance est prise en charge pour la majeure partie par l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie. D'accord. Voilà. Et justement, pour l'APA, c'est le conseil... alors, c'est quel organisme qui s'occupe de l'APA? Ça, c'est aussi le conseil départemental. C'est le conseil départemental, ouais. D'accord. Donc voilà, au moins, c'est vrai que il y a donc le conseil départemental qui aide pour les EHPAD, effectivement. Écoutez, docteur Vauduit, je vous laisse la parole. On va parler de la vie dans les EHPAD. Oui, voilà. Peut-être... je vais rappeler le numéro de téléphone auquel vous pouvez téléphoner. C'est le 03 44 75 30 00. Vous pouvez téléphoner, intervenir quand vous voulez. Madame le neveu de Jo va vous répondre. D'accord. Voilà, je tourne vers vous pour dire... apparemment, dans les EHPAD, il y a plein d'activités pour les gens. Non seulement on donne, les gens qui ont besoin, on donne des médicaments, il y a des soins, mais il y a plein d'activités autour. Là. Oui. Alors, comment ça se passe une journée d'un pensionnaire? Alors la journée type, on va dire. Oui, journée type. Alors donc la personne, alors, on respecte au maximum l'heure de lever que souhaite la personne. Donc la personne peut se réveiller à l'heure qu'elle souhaite. Donc quand la personne se réveille, donc les agents de l'établissement viennent la voir, voir si tout va bien. Il lui propose son petit déjeuner. Alors, ça dépend des personnes. Là aussi, on essaye de respecter au maximum le choix des gens. Soit elle peut avoir son petit déjeuner en premier, soit elle peut d'abord avoir sa toilette et être habillée avant de prendre son petit déjeuner. On essaye de respecter le choix des personnes. Ça dépend des habitudes de chacun. Si on prend l'exemple le plus classique, on commence plutôt par la toilette. Donc les agents aident le résident s'il en a besoin pour accomplir sa toilette, pour s'habiller, pour se préparer. Ensuite, les résidents qui le peuvent encore vont prendre leur petit déjeuner en salle de restauration. Pour ceux qui ont des problèmes de santé plus importants, qui n'ont plus la possibilité de le faire ou qui, pour d'autres raisons, le souhaitent, ils peuvent aussi prendre leur petit déjeuner en chambre. Donc la majorité va plutôt en salle de restauration pour prendre son petit déjeuner. Ensuite, la matinée, il peut y avoir des animations proposées par l'animatrice. Donc, comme je disais, ça peut être des choses très différentes, des activités manuelles, des activités plus intellectuelles avec donc des quiz, des jeux de mots, ce genre de choses. Ça peut être aussi plus du domaine de l'art avec du chant. On fait aussi des fois intervenir des personnes, des chorales, des musiciens. Les animatrices aussi emmènent régulièrement les résidents qui le souhaitent faire des courses parce que les personnes ont aussi besoin parfois de s'acheter certains produits, donc les animatrices peuvent les amener faire des courses. Donc ça dépend du planning d'animation qui change chaque semaine.
Ensuite, vers midi, c'est l'heure du repas. Donc, les résidents, là aussi, prennent plutôt leur déjeuner en salle de restauration, sauf exception et pour les personnes qui ne peuvent plus, qui peuvent plus être avec beaucoup de monde, que ça fatigue trop. Après ça, alors souvent il y a un petit temps calme. Alors il y a certaines personnes qui peuvent faire la sieste après le repas, prendre le temps de boire le café tranquillement, aussi de discuter, parce que les résidents sont à des tables avec d'autres résidents, donc il y a aussi beaucoup de liens qui se créent entre eux. D'ailleurs, au-delà de ce que peut proposer l'animatrice, il y a aussi des résidents qui décident eux-mêmes de faire des choses ensemble. On a par exemple des groupes de belote, des jeux qui sont faits comme ça. Alors, est-ce qu'ils peuvent sortir de leur salle d'hôpital ? Oui, tout à fait. Alors, sauf pour ceux qui sont en unité sécurisée Alzheimer, mais sinon la très grande majorité, oui, ils peuvent tout à fait sortir de l'établissement, aller et venir comme ils le souhaitent. Alors, la seule chose qu'on leur demande, c'est de prévenir quand même l'équipe lorsqu'ils s'en vont et de dire un petit peu à quelle heure ils pensent rentrer pour qu'on s'inquiète pas et qu'on sache qu'ils ne sont pas là. Mais bien sûr, ils sont tout à fait libres de leurs allées et venues. Et donc souvent il y a une autre activité qui est proposée l'après-midi. Ça peut aussi être une projection de films. Et puis alors les lotos. Souvent on organise assez régulièrement des lotos parce que ça a beaucoup de succès aussi auprès des résidents. Et puis ce qui est aussi assez régulièrement organisé, c'est des sorties inter-EHPAD. Donc les résidents d'une des résidences, par exemple de la résidence de Beaulieu, peuvent aller rendre visite aux résidents de l'EHPAD de Cutts pour faire des activités ensemble. Ça crée aussi des liens. On a aussi parfois des activités avec les écoles pour faire venir un petit peu les enfants. On essaye aussi de créer ce lien avec l'extérieur, avec les associations locales, parce que la maison de retraite, l'EHPAD, fait vraiment partie de la ville ou du village. Donc vers 16h, il y a un goûter qui est servi aux résidents. Et puis donc les activités se continuent, et puis aux alentours, alors là l'horaire dépend un petit peu des résidences, mais on va dire qu'aux alentours de 18h30 c'est l'heure du dîner, donc voilà, les résidents mangent là encore en salle à manger. Et puis après ça, en fonction aussi là encore des habitudes de chacun, ils sont progressivement couchés, donc certains juste après le repas, et puis d'autres un peu plus tard en fonction de leur rythme. Voilà. Mais c'est vrai que les résidents sont assez libres. Alors il y en a qui regardent la télé, d'autres qui lisent. On a aussi des petits salons où il y a des jeux à disposition. Donc chacun est libre un petit peu de son emploi du temps. Et puis les animatrices, les animateurs sont à l'écoute des envies de chacun pour renouveler aussi ce qu'elles proposent et avoir des animations qui plaisent aux résidents. Et là, je suppose que la famille peut, par exemple, un week-end, leur prendre à la maison. Oui, bien sûr. Là encore, c'est le même principe. C'est qu'on demande simplement que la famille nous prévienne et nous dise quand est-ce que le résident reviendra. Mais bien sûr, elle peut prendre la personne à la maison la journée, le week-end, ou même parfois pour partir en vacances quand c'est encore possible. La personne peut partir une semaine. Et d'ailleurs, pendant cette semaine, le tarif de la maison de retraite est réduit puisque la personne n'est plus dans les murs. Donc il y a un tarif qu'on appelle de réservation, mais on réduit le tarif pour les vacances. Oui, ça a beaucoup changé par rapport à la maison de retraite quand j'arrivais à Noyon. Oui. C'est vrai que... Pas pareil. Oui, bon, on essaye vraiment aujourd'hui d'en faire un lieu de vie à part entière, de personnaliser au maximum les services qu'on peut offrir aux résidents. C'est vrai que les attentes aussi ont changé. Avant, dans les anciennes maisons de retraite ou même hospices, on avait des dortoirs, des chambres avec beaucoup de personnes. Maintenant, la majorité des chambres
chambres sont individuelles. On a encore aussi des chambres doubles, mais les conditions d'hébergement sont vraiment meilleures qu'avant. Et puis l'organisation vraiment s'adapte le plus possible aux résidents. Et on essaie de gommer un petit peu les contraintes de l'institution. Oui. Donc, majorité, sont des chambres seules, alors? Oui, maintenant, la majorité sont en chambre seule. On a encore quelques chambres doubles. C'est vrai qu'il y a des personnes aussi qui aiment bien encore être en chambre double, qui préfèrent, parce que ça leur fait un petit peu de compagnie. Et puis, on peut aussi accueillir des couples dans les chambres doubles. Oui, c'est ça. Et donc on voit bien que le patient est vraiment au cœur de la démarche. Quand j'entends ce que vous dites, c'est que le patient est vraiment au cœur des activités de l'EHPAD. Oui, tout à fait. On essaie vraiment de s'adapter aux besoins de la personne. D'ailleurs, pour chaque résident aujourd'hui qui est en EHPAD, on crée ce qu'on appelle un projet de vie individualisé. C'est un document qui retrace justement ses habitudes, ses besoins qui sont vraiment spécifiques à lui, et puis des objectifs de choses qu'il souhaiterait mettre en place. Par exemple, on peut avoir des résidents qui ont des envies très particulières, quelqu'un qui aimerait beaucoup aller voir la mer, et bien on essaye de réaliser ce souhait-là. Donc oui, c'est vraiment la philosophie aujourd'hui en EHPAD de personnaliser au maximum l'accompagnement et de centrer sur la personne. D'accord. Et si jamais, par exemple, il y a des personnes qui ne souhaitent pas participer aux activités, ça peut arriver. Est-ce qu'ils ne sont pas forcés? C'est-à-dire que... Non, bien sûr, ils restent libres. C'est vrai qu'il y a des personnes, soit parce que les activités les intéressent pas, ce qui est possible, soit parce qu'elles préfèrent rester tranquilles, faire autre chose. Il y a des gens qui préfèrent regarder la télé, lire, avoir des activités plus calme. Donc non, bien sûr, on ne les force pas. C'est vraiment toujours des propositions. Eh bien, j'espère que ce sujet vous a intéressé et puis que vous avez pu en apprendre plus sur les EHPAD. Moi, ce que je voulais dire pour conclure, c'est qu'il ne faut surtout pas hésiter à venir visiter les établissements, à prendre des renseignements, même si vous ne souhaitez pas tout de suite entrer en EHPAD ou que ce soit pour votre proche, n'hésitez pas à venir dans les établissements, nous rencontrer. On est vraiment tout à fait ouverts. Très bien. En tout cas, on va vous remercier, Madame Violette Leneveu de Chaux, d'être venue au micro de Radio Puisalène, donc parler des EHPAD, et on va vous souhaiter bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Pour la suite avec vos établissements. Merci, Madame Leneveu de Chaux.